En 1945, alors que l'Europe panse ses plaies, la France découvre dans les décombres du Troisième Reich des projets qui défient l'imagination. Parmi les documents capturés, les plans d'un avion capable de voler plus vite que le son. Mais ces plans cachaient un secret terrifiant. Cette machine dévorait plus de carburant qu'un destroyer en pleine bataille navale. Voici l'histoire extraordinaire d'une ambition qui a failli ruiner la renaissance aéronautique française. Avril 1945. Les troupes alliées avancent inexorablement sur le territoire allemand. Dans les installations souterraines d'Oberhammergau, en Bavière, des ingénieurs français de la direction des études et fabrication d'armement découvrent quelque chose d'extraordinaire. Parmi les décombres et les documents à moitié brûlés, ils trouvent les plans du Messerschmitt P1101 et d'autres projets expérimentaux de chasseurs à réaction. Ces dessins techniques révèlent des concepts révolutionnaires. Ailes en flèche, moteurs à réaction et surtout des calculs pour atteindre des vitesses supersoniques. Le colonel Jean Dagnaud, chef de la mission technique aéronautique française, comprend immédiatement la valeur stratégique de ces documents. La France, humiliée par 5 années d'occupation, cherche désespérément à retrouver sa place parmi les grandes puissances aéronautiques. Ces plans allemands représentent un raccourci de plusieurs années de recherche. Les ingénieurs capturés de Messerschmitt révèlent sous interrogatoire que leurs prototypes n'ont jamais volé, mais que les calculs théoriques promettaient des performances jamais atteintes. Le problème principal restait non résolu. Comment alimenter en carburant un moteur capable de propulser un avion au-delà du mur du son? Les caisses contenant les documents sont expédiées vers la France en mai 1945, accompagnées de plusieurs techniciens allemands qui acceptent de collaborer. À Paris, dans les bureaux de la Société nationale de constructions aéronautiques du Sud-Est, une équipe secrète commence à étudier ces trésors de guerre. Les ingénieurs français Marcel Bloch, futur Marcel Dassault, et ses collègues comprennent qu'ils ont entre les mains la possibilité de faire un bond technologique considérable. Mais personne ne mesure encore l'ampleur du défi qui les attend. Commentez avec un mot qui vous inspire: innovation, ambition ou technologie. Et si vous aimez découvrir les secrets militaires de l'histoire, abonnez-vous à l'Énigme militaire et activez la cloche pour ne rien manquer. En 1947, la France lance officiellement le programme de développement d'un chasseur supersonique basé sur les recherches allemandes capturées. L'arsenal de l'aéronautique, sous la direction de l'ingénieur Vernis, commence la conception du VG-70, un prototype expérimental. Ce projet ambitieux combine les innovations allemandes avec les connaissances françaises en aérodynamique. Le design adopte une configuration d'ailes en flèche de 45 degrés, similaire au P1101, mais avec des modifications importantes pour accommoder les moteurs disponibles en France. Le problème de propulsion devient rapidement le défi majeur. Les moteurs à réaction conventionnels de l'époque, comme le Hispano-Suiza Néné, ne produisent pas assez de poussée pour atteindre des vitesses supersoniques. Les ingénieurs se tournent alors vers une technologie révolutionnaire mais extrêmement gourmande, le moteur statoréacteur ou ramjet. Ce type de moteur fonctionne sans pièce mobile, utilisant la vitesse de l'avion lui-même pour comprimer l'air entrant. Théoriquement simple, pratiquement redoutable. Le problème, la consommation de carburant devient astronomique. Les calculs préliminaires révèlent des chiffres alarmants. Un moteur statoréacteur capable de propulser un chasseur à Mach 1.5 consomme approximativement 3800 litres de carburant par heure de vol à pleine puissance. Pour mettre ce chiffre en perspective, un destroyer français de classe Le Fantasque, navire de guerre rapide de 2600 tonnes, consomme environ 4200 litres de mazout par heure à vitesse de croisière. L'avion supersonique consommerait presque autant qu'un navire de guerre, mais avec une autonomie de seulement 12 à 15 minutes en vol supersonique. Les réservoirs internes devaient contenir près de 2000 litres, rendant l'avion extrêmement lourd au décollage. Malgré ces obstacles, le gouvernement français décide de poursuivre. Le prestige national est en jeu. En 1948, le prototype VG-7001 entre en construction dans les ateliers de Villecoublet. Les ingénieurs incorporent des innovations audacieuses, un système de post-combustion pour augmenter temporairement la poussée, une structure en alliage d'aluminium renforcé capable de supporter les contraintes thermiques du vol supersonique et un cockpit pressurisé permettant aux pilotes de voler à plus de 15 000 mètres. Mais chaque innovation ajoute du poids, aggravant le problème de consommation de carburant. Le projet avance, mais les doutes commencent à s'accumuler dans les corridors du ministère de la Défense. Le 23 mars 1951,
Le prototype VG70-01 roule pour la première fois sur la piste de la base aérienne de Brétigny-sur-Orge, au sud de Paris. Le pilote d'essai Roland Glavany, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, prend place dans le cockpit étroit. Le plan de vol prévoit un test à vitesse subsonique, conservant la précieuse réserve de carburant pour le statoréacteur. Le décollage se déroule normalement, mais dès les premiers virages, Glavany signale des problèmes de contrôle. L'avion vibre excessivement à haute vitesse et la gouverne de direction répond avec un délai inquiétant. Si vous trouvez ces révélations techniques fascinantes, dites-les-nous en commentaire. Quelle innovation militaire vous impressionne le plus ? Le vrai test survient le 7 juin 1951. Cette fois, l'objectif est d'activer le statoréacteur et d'atteindre Mach 1.2. Glavany décolle à l'aube, l'avion emportant sa charge maximale de carburant. À 12 000 mètres d'altitude, il engage la post-combustion du turboréacteur principal, puis active le statoréacteur auxiliaire. L'accélération est brutale, l'avion bondit vers Mach 1, mais les instruments révèlent un problème catastrophique. La consommation de carburant atteint 4800 litres par heure, dépassant toutes les prévisions. En moins de 8 minutes, plus de la moitié des réservoirs sont vides. Glavany coupe immédiatement les moteurs et amorce une descente d'urgence. Il atterrit avec seulement 200 litres restants, assez pour 4 minutes de vol. Le rapport technique qui suit est accablant. Non seulement la consommation dépasse les prévisions, mais le coût opérationnel devient prohibitif. Le kérosène aviation coûte en 1951 environ 45 francs le litre. Une sortie de 15 minutes en vol supersonique consomme 1200 litres, soit 54 000 francs de carburant uniquement. Pour comparaison, un Dassault Ouragan, chasseur à réaction conventionnelle en service à la même époque, consomme 350 litres par heure, soit environ 5 200 francs pour une heure complète de vol. Le VG70 coûte plus de 10 fois plus cher à opérer pour un temps de mission infiniment plus court. Un second test, le 14 septembre 1951, finit en désastre. Le pilote Jacques Lecarme tente de repousser les limites, cherchant à atteindre Mach 1.5. À 13 500 mètres d'altitude, alors que l'avion accélère, le flux d'air surchauffé dans le statoréacteur provoque une défaillance structurelle. Une partie du revêtement métallique de la queue commence à se déformer sous l'effet thermique. Lecarme sent l'avion devenir incontrôlable. Il parvient à couper les moteurs et à stabiliser l'appareil, mais l'atterrissage d'urgence endommage sévèrement le train avant. Le prototype est immobilisé pendant 6 mois pour réparation. Les coûts s'accumulent et les critiques au sein de l'armée de l'air se font de plus en plus virulentes. L'année 1952 marque le point de non-retour pour le programme VG70. Après les réparations du prototype endommagé, 2 nouvelles machines sont construites, les VG70-02 et VG70-03, incorporant des modifications censées résoudre les problèmes de surchauffe et améliorer l'efficacité du statoréacteur. Le coût total du programme atteint désormais 280 millions de francs, une somme colossale qui aurait permis de construire 120 chasseurs Ouragan opérationnels. Les militaires commencent à questionner ouvertement la viabilité du projet. Peut-on vraiment justifier un avion qui ne peut voler en mission de combat que 15 minutes avant de devoir retourner à la base ? Le 18 avril 1952, la tragédie Prat. Le capitaine Jean-Marie Saget décolle aux commandes du VG70-03 pour un vol d'évaluation tactique. La mission consiste à simuler une interception à haute altitude suivie d'un engagement en combat rapproché. Tout se passe bien pendant les premières minutes. Saget monte rapidement à 14 000 mètres et active le statoréacteur. L'avion atteint Mach 1.3, la vitesse la plus élevée jamais enregistrée par un appareil français. Mais la célébration est de courte durée. Après 11 minutes de vol supersonique, l'indicateur de carburant montre une chute critique. Saget tente de redescendre rapidement pour économiser du carburant, mais les calculs sont trop justes. À 8000 mètres d'altitude, les moteurs s'éteignent. Plus une goutte de carburant. Saget essaie de planer vers la base de Brétigny, mais l'avion, lourd et peu aérodynamique en configuration de vol plané, perd de l'altitude trop rapidement. À 2000 mètres, comprenant qu'il ne peut atteindre la piste, Saget s'éjecte. Le parachute s'ouvre normalement, mais le pilote atterrit dans une zone boisée et se fracture la jambe. Le VG70-03 s'écrase dans un champ, détruit à l'impact. Miraculeusement, il n'y a pas d'autres victimes, mais l'avion de dizaines de millions de francs n'est plus qu'un amas de ferraille fumant. L'enquête révèle que la consommation réelle en vol avait encore dépassé les estimations révisées. Cet accident provoque une onde de choc au sein du ministère de la Défense. Le général Martial Valin, chef d'état-major de l'armée de l'air, ordonne une évaluation complète du programme.
Le rapport, remis en juillet 1952, est sans appel. Le VG n'est pas viable opérationnel. Même si les problèmes techniques pouvaient être résolus, le coût par heure de vol rendrait son utilisation absurde. Un avion qui ne peut voler en mission de combat que 15 minutes, avant de devoir retourner à la base, nécessite 2 heures de préparation au sol et coûte l'équivalent d'1 semaine de salaire d'un ouvrier pour chaque décollage, ne peut pas former la base d'une force aérienne moderne. Les chiffres sont implacables. Pour maintenir une patrouille aérienne continue pendant 1 heure, il faudrait 4 avions, soit une consommation de 19 200 litres de carburant et un coût de 864 000 francs par heure de présence aérienne. En janvier 1953, le gouvernement français annonce officiellement l'arrêt du programme VG-70. Les 2 prototypes restants sont ferraillés, leurs moteurs récupérés pour d'autres projets expérimentaux. Le bilan financier est désastreux. 280 millions de francs dépensés, 3 prototypes détruits ou démontés, un pilote gravement blessé et aucun avion opérationnel livré. Dans les journaux, certains parlent du plus grand gaspillage de l'histoire aéronautique française d'après-guerre. Les critiques politiques sont féroces. Comment justifier de telles dépenses alors que le pays se reconstruit encore après la guerre ? Pourtant, derrière l'échec apparent se cache un héritage technique précieux. Les ingénieurs qui ont travaillé sur le VG-70 ont acquis une expertise unique en vol supersonique. Les données collectées pendant les 47 heures de vol d'essai, dont 2,3 heures en régime supersonique, sont méticuleusement analysées. Marcel Dassault, qui a suivi de près le programme depuis le début, comprend les leçons essentielles. Le vol supersonique est possible, mais nécessite une approche radicalement différente. Il faut abandonner l'idée du statoréacteur pur et développer des turboréacteurs à post-combustion plus efficaces. Il faut également concevoir des cellules plus légères et aérodynamiques pour réduire la traînée et par conséquent la consommation. En 1955, Dassault lance le développement du Mirage 1, un prototype de chasseur supersonique qui incorpore toutes les leçons du VG-70. Cette fois, l'approche est pragmatique, un turboréacteur conventionnel avec post-combustion, une cellule légère en alliage d'aluminium et surtout une gestion intelligente du carburant. Le Mirage 1 vole pour la première fois en juin 1955, atteignant Mach 1.3 avec une consommation de seulement 1800 litres par heure, soit moins de la moitié du VG-70. L'autonomie en vol supersonique passe à 45 minutes, un triplement par rapport au désastreux VG-70. Le succès est immédiat, ouvrant la voie au légendaire Mirage 3 qui entrera en service en 1961 et sera exporté dans plus de 20 pays. L'histoire du VG-70 devient un cas d'école dans les écoles d'ingénieurs et les académies militaires. Elle illustre parfaitement comment l'ambition technologique doit être tempérée par la réalité économique et opérationnelle. Un avion supérieur qui consomme autant qu'un navire de guerre, mais ne peut voler que 15 minutes, n'est pas un progrès, c'est un luxe inutilisable. Les technologies allemandes capturées en 1945 ont permis à la France de faire un bond en avant, mais sans l'échec coûteux du VG-70, le Mirage 3 n'aurait jamais vu le jour. Parfois, les plus grandes réussites naissent des leçons douloureuses tirées des échecs les plus spectaculaires. La France a payé 280 millions de francs pour apprendre que la vitesse pure ne suffit pas. Il faut aussi l'efficacité, l'autonomie et surtout un équilibre entre performance et coût opérationnel. Cette incroyable histoire montre comment l'échec peut conduire au succès. Qu'en pensez-vous ? Les expérimentations extrêmes comme le VG-70 sont-elles nécessaires au progrès ou représentent-elles un gaspillage évitable ? Partagez votre opinion en commentaire. Si vous avez apprécié cette plongée dans les secrets militaires de l'aviation française, abonnez-vous à l'Énigme militaire, activez la cloche de notification et donnez un pouce bleu. Nous avons encore des dizaines d'histoires extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale à vous raconter. À très bientôt pour une nouvelle énigme militaire.